À chacune et chacun. Merci d'être présent avec nous pour ce premier webinaire du cycle Territoire apprenant du projet NEO. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Nicolas Lebert du collectif créatif des territoires qui va nous inviter à réfléchir autour de la notion de l'habitant partenaire. Au préalable, je voudrais poser deux, trois infos. Donc, on va reparler du projet Néo. On va essayer de tenir en 180 secondes. Voilà, Fabrice était d'accord de parler de Néo, mais sinon, je prends la parole comme tu le souhaites. On a ensuite prévu d'approfondir un peu la notion de territoire apprenant telle qu'on la considère aujourd'hui dans le cadre de Néo, dans la tâche numéro un. Et ensuite, un temps de présentation avec Nicolas. Donc, on prévoit à peu près un quart d'heure pour les points 1 et 2, trois quarts d'heure pour les points 3. Et il restera à peu près 20-25 minutes pour les temps de réaction, questions-réponses sur la présentation. Je voulais aussi vous dire que on enregistre ce webinaire pour pouvoir en faire bénéficier un maximum de personnes. Donc normalement, vous avez dû vous inscrire et donner l'accord pour le droit à l'image. Si jamais vous souhaitez pas apparaître, je vous laisse couper les micros et les vidéos, mais voilà, en tout cas, c'est prévu comme ça d'être enregistré. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je voulais dire? Oh oui, je voulais vous dire aussi que cette vidéo, elle sera disponible sur la chaîne YouTube du PEPR VDBI. On va vous mettre le lien dans le chat. Et voilà, je propose de démarrer. Fabrice, tu es partant pour le... Si tu veux, je l'ai jamais fait en 180 secondes, mais je peux essayer. Euh, du coup, ouais. Bah, allons-y. Donc, ce projet Néo, donc, il se place dans un cadre d'adaptation des villes aux changements globaux, hein, et en particulier à l'urgence environnementale auxquelles elles sont confrontées. Euh, et donc, l'idée, c'est de voir comment les connaissances qui sont disponibles par différents experts de la ville et aussi par des non-experts peuvent être capitalisées pour mieux guider la transition écologique des villes. Donc c'est un projet qui s'appuie sur un collectif existant, qui est le collectif du réseau Observille, qui est un service national d'observation qui s'intéresse aux observations à l'environnement, en environnement urbain. Et donc l'idée, c'est de pouvoir avoir à travers ces observations une approche la plus intégrée possible de l'environnement urbain pour accompagner à la fois les chercheurs et les acteurs locaux euh, par rapport aux changements globaux. Euh, Tu peux passer peut-être à la diapo suivante. Donc les objectifs, c'est mieux cerner les connaissances qui sont nécessaires pour observer les propriétés environnementales des territoires urbains, créer un cadre collaboratif entre les acteurs de la ville. Hein. Ça veut dire pas se placer uniquement du point de vue de la recherche, mais d'avoir vraiment tous les acteurs qui sont concernés par cette expertise de la ville. Et puis de développer des outils numériques adaptés, des web services qui permettent cette capitalisation et ce partage de connaissances. Donc le projet est un projet du PEPR VDBI, Ville durable et bâtiments innovants, avec un soutien voilà, qui est assez important, 3 millions d'euros pour l'ensemble du projet et pour une durée de 5 ans, avec un ensemble d'une dizaine de partenaires. Je ne vais peut-être pas tous les citer, sinon je vais passer trop de temps. Et vous les avez à l'écran. Vous pourrez les retrouver aussi sur les infos concernant le projet de façon plus générale. Et puis un certain nombre de territoires sur lesquels on va expérimenter ces, ce- les travaux qui seront mis en œuvre avec des territoires plutôt pilotes et des territoires sur lesquels on va dupliquer finalement nos solutions.
Donc le projet s'articule autour de trois cas d'usage. Donc un consacré à la gestion de l'eau en ville et en particulier à l'optimisation de cette gestion des eaux avec un zoom sur la question de la réutilisation des eaux pluviales et des eaux grises. Un second cas d'usage qui s'intéresse à la surchauffe urbaine et la prise en compte de ces phénomènes dans l'aménagement urbain à travers le cas d'usage hybride lab ou laboratoire hybride. Et puis un troisième qui s'intéresse à la qualité des sols en lien avec les usages et en particulier avec l'usage d'agriculture urbaine et avec une idée de déterminer les seuils de contamination des sols qui sont propices à la culture urbaine. Donc ça, ce sont un petit peu les sujets sur lesquels on va approfondir cette question de la capitalisation de la connaissance. On a un WP, une tâche 4 pardon, qui est consacrée à cette question de l'appropriation, de la création de connaissances et la réplicabilité. On va avoir différentes méthodologies, mais en particulier un zoom sur la question des sciences participatives. Le Work Package 2 qui est consacré à, à tout ce qui est services numériques qui seront mis en place pour capitaliser la donnée. Et puis le Work Package 1 qui nous concerne en particulier aujourd'hui, qui travaille cette notion de territoire apprenant. Euh, voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. Après, bon, pour le reste, je pense que on va pouvoir enchaîner avec la suite sur le territoire apprenant. Je te laisse la main, Elsa. Merci. J'enchaîne, Julie, ou tu veux en dire Euh, oui, je peux le faire rapidement. Juste vous dire que dans le WP1, effectivement, on voudrait approfondir la question de territoire apprenant à la fois de par le projet et les use cases tels qu'ils ont été présentés par Fabrice, mais aussi par le biais d'une confrontation avec des travaux divers et variés qui peuvent être menés dans la recherche. Et c'est aussi pour cela qu'on fait ce webinaire. Nous, on part d'une définition assez générale qui considère que, il y a la capacité d'une communauté territorialisée, notamment d'un territoire comme une ville, qui partage un ensemble de contraintes, de leviers et d'objectifs, de pouvoir capitaliser, faire circuler de la connaissance, mais que cela évidemment ne se fait pas de manière si facile. On le voit bien puisque il y a beaucoup de connaissances qui ne cessent de se sédimenter sur la question du changement climatique et des différentes modalités de faire évoluer l'aménagement urbain, l'urbanisme et les pratiques qui ne font pas forcément au rythme auquel les chercheurs pense qu'il faudrait le faire. Et tout ça nous amène à penser que, il faut aussi s'intéresser concrètement à comment circulent les connaissances et finalement qui en sont aussi les producteurs. Alors évidemment, on a tendance, comme chercheur, à penser d'abord la recherche telle qu'elle est réalisée par les scientifiques, mais il y a aussi d'autres vecteurs de savoir et de savoir-faire que sont notamment les habitants, les techniciens dans les collectivités locales. Et qui a aussi un enjeu relativement important de co-construction de ces connaissances pour que finalement elles soient aussi mieux appropriées, qu'elles répondent mieux aux enjeux des territoires en eux-mêmes, d'où l'enjeu de faire territoire apprenant. Face à ce qu'il faut pouvoir construire, c'est-à-dire à la fois une ville résiliente, inclusive et durable. Merci beaucoup. Peut-être, je voulais expliquer aussi que les webinaires, on a pour objectif d'inviter des personnes d'origine de différentes disciplines, donc des géographes, sociologues, designers, voilà, pour croiser un peu les regards et témoigner de leur expérience par rapport à cette thématique de territoire apprenant. On souhaite mettre en place des webinaires à peu près tous les 2 mois. On attend une confirmation pour le mois de février, mais on a confirmé en tout cas qu'il y aurait un webinaire fin mars avec Estelle Caudal, qui est urbaniste et qui a fait un mémoire qui vient interroger en fait les processus de production de connaissances sur les fonctionnalités des sols urbains.
et la manière dont s'en emparent les acteurs de l'urbanisme. Donc aussi les limites qu'on peut aujourd'hui constater en termes d'appropriation sur ces connaissances. On est aussi preneur et preneuse si vous avez des inspirations, des idées d'intervenants ou intervenantes que vous souhaiteriez proposer. Et on est aussi preneur si vous avez des remarques sur le format, n'hésitez pas. Voilà, aujourd'hui c'est le premier, donc c'est aussi une expérimentation en tant que telle, donc on peut encore améliorer les choses. N'hésitez pas à suggérer des idées. Je propose qu'on passe la parole à Nicolas maintenant. Et du coup, je te laisse partager ton support. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Euh, Il alors, faut que j'arrête le nom du coup. je t'envoie une demande. J'appelle la fabrique collective, une fabrique plus collective euh, de nos territoires, ou la nouvelle fabrique des territoires. Et effectivement, comme vous avez dit en intro, pour moi, elle s'articule autour de trois grands axes que vous avez évoqués déjà dans votre introduction. C'est le volet des transitions, c'est-à-dire qu'on observe sur tous nos territoires beaucoup de changements, et surtout, il y a toujours eu historiquement des changements, mais surtout une accélération de ces transformations. Et donc un enjeu de vitesse et de réussir à se mettre en ordre de bataille pour y répondre. Et ces transitions, elles ont lieu forcément dans le domaine climatique, qu'on voit, qui se ressent dès aujourd'hui, mais on se rend compte qu'il y a plein de choses qui sont en train aujourd'hui s'adapter, de muter, qui sont l'économie, le social, le sociétal, le démocratique, en fait, et on voit que nos territoires de vie changent beaucoup. Il y a des méta-transitions, mais qui se ressentent aujourd'hui à l'échelle. Et ça, on se rend bien compte, et c'est aussi la démarche que vous avez, qui est pour réussir à résoudre ces défis, il faut réussir à mettre autour de la table, à faire participer et à faire coopérer. Et donc on se rend compte que plus le changement accélère, plus on se dit comment on arrive à avoir une approche plus collective et collaborative peut-être pour répondre à ces défis, parce qu'on n'est plus dans des logiques de réponse par silo, mais qu'on est dans des réponses plus systémiques qui nécessitent une forme d'alignement voire d'action coordonnée de certaines parties prenantes pour pouvoir y répondre. Et c'est là où je fais le lien avec ma troisième, mon troisième rond, mon troisième cercle, et pour ça, ce qu'on observe aujourd'hui, alors même si on parle beaucoup de participation, on parle beaucoup de collaboration, on parle beaucoup de faire ensemble, en fait, on se rend compte qu'il y a parfois des limites en termes d'adaptation, de transformation, d'adaptation des cultures et d'adaptation des organisations des entités qui sont impliquées justement dans ces projets. Et c'est là où il y a effectivement tout un défi de se dire comment collectivement justement on arrive à, je sais pas, apprendre ensemble, agir ensemble pour réussir à relever ces défis. Et pour faire ce lien-là, moi je trouve qu'il y a aujourd'hui un vrai défi qu'on observe sur un défi de la rencontre de certains univers et aussi un défi de la complémentarité en fait des expertises qui sont parfois voilà, c'est des expertises scientifiques, c'est des expertises opérationnelles, c'est des expertises techniques au sein d'une ville, c'est des expertises parfois privées par certains acteurs pour créer une réelle coopération au service des territoires et j'essaye de toujours mettre en avant un peu ce triptyque de la co-conception territoriale, qui est de dire, autour de ces enjeux-là qui ont été introduits, il y a une vision un peu parfois politique de transformation. Qu'est-ce qu'on a envie de changer sur nos territoires pour répondre à ces défis? Donc souvent, c'est porté par la puissance publique, l'État ou la collectivité sur le cadre, et qui derrière, c'est comment on arrive à articuler, créer la meilleure équipe possible dans la réflexion et dans l'action, en mettant autour de la table, vous voyez, des expertises techniques professionnelles complémentaires alors ça peut être d'autres parties prenantes, hein, des chercheurs, des associations, des acteurs publics, des bailleurs. Et puis ça va être un peu mon prisme de réflexion et de partage avec vous cet après-midi, l'expertise habitante. La place habitante, l'habitant, le citoyen, l'usager, et en disant comment on arrive à trouver la juste articulation pour faire travailler ensemble, apprendre ensemble et coopérer ensemble tous ces acteurs. Je voulais juste faire ça en guise d'introduction, avant peut-être de davantage me présenter et que vous puissiez me connaître. Donc moi, ça fait 15 ans maintenant que je suis impliqué sur les sujets de la ville citoyenne et de la fabrique collective des territoires. Donc auquel, bon voilà. Donc je suis un praticien, on va dire, de la participation citoyenne, de la coopération. Donc je suis à mon compte et en gros, au quotidien, ce que je fais, c'est que j'accompagne des acteurs des territoires
Alors ça peut être des services de l'État, des collectivités locales, ça peut être des bailleurs, des entreprises, des associations, qui se disent, bah, autour d'un défi dédié, un défi donné de leur territoire, et qui peut être un défi de transition écologique, mais parfois ça peut être un défi de lutte contre la précarité, accès au numérique, se disent, bah, nous, autour de ce sujet, on a besoin de réunir les différents acteurs, les différentes parties prenantes pour penser différemment le problème, croiser un peu les regards et les univers, et potentiellement imaginer, envisager de nouveaux projets communs ou de davantage coordonner nos actions pour répondre à ce défi de transition. Euh, En gros, ce que je fais, c'est que je le fais autour de quatre modalités d'action pour bien vous présenter en fait mes types d'intervention. C'est un, ce que je viens de vous évoquer, c'est que je suis conseil et appui sur l'accompagnement de projets collectifs à destination des acteurs des territoires. Donc on est vraiment sur de la mise en place de modalités opérationnelles pour favoriser le dialogue, l'interaction et la mise en œuvre de projets communs. Le second volet, c'est plus du conseil et de l'appui à l'évolution des organisations pour monter en puissance sur ces modes de faire. Donc ça, c'est plus par rapport à toute l'évolution de la culture, l'évolution des modes de faire qui sont parfois, auprès des collectivités en tout cas, silotés. Donc c'est comment on arrive à davantage travailler en mode projet avec des parties prenantes internes et externes. La troisième modalité d'action, c'est des formations à destination des professionnels et des habitants, ce qu'on voit par rapport à ça, c'est que cette évolution de la culture et cette évolution des organisations, elle nécessite des temps de formation et d'outillage de plus en plus demandés auprès des acteurs des territoires sur, OK, on nous demande de travailler collectif, mais comment on fait mode projet collectif? Et le dernier point qui est en lien et en trait d'union aussi, je pense, avec cette logique que vous impulsez de territoire apprenant, c'est dans le cadre du collectif créatif des territoires dont je fais partie. Donc c'est un collectif de praticiens de l'intelligence collective, de la participation et de la coopération. On est issus de mondes divers, hein. Du conseil, du design pour certains, de l'architecture, de l'urbanisme, certains sont sociologues. On anime une communauté apprenante entre pairs sur l'intelligence collective au service des territoires. Parce que le but est de se dire, autour de ces sujets justement, de faire ensemble, d'assurer la coopération pour davantage de transitions, pour accélérer nos transitions. Nous, on a observé qu'il y a beaucoup de gens qui font énormément de choses sur différents types de territoires, mais qui ont a sans doute vocation à davantage échanger nos pratiques, davantage comprendre de manière pratico-pratique ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui échoue. Euh, et justement, ce que le collectif créatif de territoire essaie de faire dans sa communauté apprenante, c'est un petit peu comme vous le faites aujourd'hui, créer en fait des espaces de dialogue et d'interaction, voire d'inspiration et de montée en compétences entre des praticiens qui agissent sur les territoires en faveur des transitions et qui croient réellement dans cette logique de l'intelligence collective, de la coopération pour faire mieux demain. Pour cela, on fait différentes choses. On réunit ces gens, on envoie une newsletter trimestrielle sur les différentes tendances qu'on peut observer autour de l'intelligence collective, et de la co-construction sur les territoires. Deux, on organise des webinaires retour d'expérience, un peu comme là. Retour d'expérience, mini-formation en ligne, découverte d'action, où là on fait venir des gens d'un petit peu partout, d'univers très très différents, des agents de collectivité, des agents du service de l'État, des porteurs d'associations, des acteurs même du privé qui mettent en place des projets collectifs pour comprendre ce qu'ils font. On organise des rencontres locales et enfin, on organise aussi des cycles de réflexion partagés autour de ces nouvelles méthodes de travail pour essayer d'envisager collectivement, donc avec des gens qui viennent de toute la France, des pistes de réflexion. Alors on n'est pas, nous, des chercheurs au sens propre du terme, mais des pistes de réflexion communes sur comment on pourrait mieux faire demain et comment on pourrait imaginer, envisager, expérimenter des nouvelles manières d'accélérer en fait ces logiques de coopération pour assurer les transitions. Bien évidemment, même si les questions, comme Elsa l'a dit, les questions sont à la fin, n'hésitez pas à répondre, à me poser des questions dans le chat si vous avez des questions, je pourrais y répondre un petit peu au fil de l'eau. Là, je vous ai fait une présentation des génériques. Je voudrais, pour bien installer un peu le débat ou le cadre de la réflexion habitant-partenaire sur laquelle je vais arriver après, vous donner un petit état des lieux de ce qui est pour moi la participation citoyenne. On en parle beaucoup, et c'est pour montrer bah,
la réalité et les limites de ce qu'on entend. Enfin voilà, savoir ce qu'on entend par la participation, qu'est-ce que c'est réellement, euh, et en quoi on voit des vraies limites sur le terrain. Euh, Tout d'abord, l'enjeu, c'est de bien comprendre la participation. À la fois, c'est jusqu'où dans la participation je souhaite impliquer mes parties prenantes. On parle de coopération et c'est de dire, bah, là, ce que je vous dis, c'est à la fois pour la participation des habitants, mais ça marche pour tout type de partenaire dans le cadre d'un projet. Le premier niveau de participation, c'est juste de l'information. C'est je vais informer les acteurs d'un territoire sur une action qui est portée par un acteur. Qui peut être parfois c'est nous allons transformer le quartier, il y a juste une information qui est partagée aux habitants, mais déjà c'est le premier niveau de pouvoir informer les gens de ce qui va se passer. Le deuxième, c'est plus un niveau qui va un petit peu plus loin, c'est la consultation et la concertation. La plupart du temps, ce qui se passe, c'est quand un acteur, qui peut être public, a décidé d'un projet, les choses sont déjà assez arrêtées, mais la consultation, c'est juste le fait d'informer les gens et de d'obtenir un petit peu leur avis sur le projet proposé. Ça peut être un projet de transformation de quartier, ça peut être un sujet d'évolution d'un service public, ça peut être le sujet d'une fermeture d'un lieu, et donc on vient concerter, recevoir l'avis pour essayer parfois d'affiner la décision et d'affiner le projet de territoire. Et on est encore sur un petit niveau, mais c'est ce qu'on voit quand même le plus souvent, consultation, concertation. La co-construction, philosophiquement, alors il faut faire attention puisque co-construction, on en parle partout, à tort et à travers. Mais en fait, la co-construction, c'est vraiment beaucoup plus élaboré ensemble. C'est-à-dire que on est quand même sur un niveau peut-être juste de diagnostic partagé de la situation et donc la co-construction, on invite les gens, chacun avec leurs différents prismes en tout cas, à venir apporter des idées pour derrière que les gens qui soient en charge du projet final imaginent ce projet final mais en partant des idées des uns et des autres. Donc dans cette co-construction, il y a beaucoup plus de niveau d'implication et de confiance en tout cas entre la personne qui lance cet avis et les gens qui participent. Et le dernier point, dernier niveau d'engagement que nous, collectifs créatifs des territoires, on met en avant, c'est l'action coordonnée. Où là, pour moi, on parle vraiment de coopération. C'est-à-dire qu'on a, euh, par rapport à un diagnostic partagé, une envie commune, on va avoir X acteurs, et les habitants peuvent être concernés, qui vont s'assurer de la mise en œuvre, en tout cas derrière du projet imaginé. Je reprends l'exemple qui a été évoqué sur l'agriculture urbaine tout à l'heure en introduction. C'est par exemple, on imagine un projet d'agriculture urbaine sur un site, et l'action coordonnée serait par exemple se dire la collectivité a en charge de mettre à disposition le lieu, de s'assurer techniquement que toutes les choses vont bien aller. Et à côté de ça, on pourrait imaginer X associations vont être en charge d'animer ce lieu. Des habitants vont aussi avoir un rôle, en tout cas, pour faire vivre ce jardin et faire vivre ce projet d'agriculture urbaine. Et on pourrait ajouter des acteurs de l'insertion socio-professionnelle qui pourraient imaginer d'y mettre un projet pour développer de l'emploi. Donc là, on est vraiment sur une action coordonnée. On n'a pas juste élaboré ensemble, on n'a pas juste discuté ensemble. On est vraiment dans l'action mise en œuvre ensemble. Au-delà de cette échelle de participation, il faut aussi se dire quels sont les moments clés pour impliquer mes parties prenantes. C'est-à-dire dans le domaine de la participation, j'ai différents types d'intérêts à mettre par exemple les citoyens autour de la table. Le premier, c'est le diagnostic. Est-ce que le fait de pouvoir mettre les habitants autour de la table va m'aider à mieux comprendre le territoire sur lequel moi, technicien, j'ai envie d'agir? Donc, et parfois, on parle justement, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, d'une expertise d'usage où on peut se dire que l'habitant, alors j'ai mis des petits verbatims, il dit, oui, je peux apporter le vécu de cet endroit. Donc, par exemple, par rapport à, je vais essayer de faire le lien aussi avec les travaux que vous avez, voilà comment je vous témoigne de comment je passe mon été et comment je ressens la chaleur à ces différents endroits dans mon quartier. D'avoir ce savoir un petit peu expérientiel qui peut nourrir le diagnostic. Ils ont aussi cette capacité, les habitants, au moment du diagnostic, d'être des traits d'union parfois pour aller mobiliser justement, recueillir cette parole. Donc là, voilà, je peux impliquer l'expertise d'usage habitante dans le domaine du diagnostic.
parfois on peut vouloir les amener un petit peu plus loin dans le processus du projet et se dire, ça vaut le coup d'avoir des habitants dans le domaine de la conception. C'est-à-dire ils vont contribuer avec nous pour penser la solution ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir de temps en temps une vision, les habitants, peut-être plus pratico-pratique, qui va compléter en fait la vision technique pour la mise en œuvre du futur projet. Et donc là, ils apportent leur part dans la réflexion, vraiment sur imaginer, je reprends le projet de l'agriculture urbaine, imaginez donc cette possible mise en œuvre, comment ça pourrait fonctionner, comment mobiliser les habitants. Et après, ça fait le lien un peu avec la diapo précédente. On peut parfois impliquer juste dans l'action et la réalisation, dans le faire et mettre en œuvre ensemble. Ça me paraissait important de vous montrer ça et dire qu'aujourd'hui, cette participation habitante, elle se diffuse et elle prend des différentes formes à l'échelle locale. Je fais très très vite, mais pour vous montrer qu'elle couvre des sujets très très différents, ça peut être Réinventons Odos, c'est un projet de réinvention d'un tiers-lieu dans un petit village au cœur des Pyrénées qui se dévitalise avec beaucoup de locaux vacants. Et donc, c'est comment réinventer des services de proximité avec les habitants dans ces futurs lieux et créer un tiers-lieu dans lequel collectivités, associations et habitants ont un rôle à jouer. Ça peut être un projet plus prospectif, Brière 2060. Donc ça, c'est que des projets que j'ai menés. C'est une réflexion collective avec l'ensemble des acteurs locaux sur se projeter en 2060 avec les changements liés à l'évolution du climat et l'évolution des températures pour se dire quels sont nos axes de développement d'une nouvelle charte pour le parc naturel régional de Brière et quels sont les points sur lesquels collectivement on doit travailler, que ce soit sur la gestion partagée de l'eau, que ce soit sur l'utilisation du foncier, que ce soit sur la participation des habitants et des parties prenantes à ces transformations. Ça peut aussi être redessinons le quartier, un projet d'aménagement dans des quartiers populaires d'Avignon sur la réinvention des espaces publics. La maison de la longévité des générations, ça a l'idée d'un tiers-lieu pour les seniors du territoire où là encore on a pensé collectivement quelle pourrait être la programmation des services proposés. L'insertion et l'emploi dans la Sarthe, ou encore ce qu'on observe de plus en plus, c'est aussi dans la participation des habitants, des comités consultatifs, des comités de participation. Bon, là c'est juste pour vous dire que la participation prend de nombreuses formes aujourd'hui, elle existe, mais ce qu'on observe nous, c'est que loin d'être une évidence, la pratique aujourd'hui affiche de nombreuses limites pour atteindre réellement ces objectifs. Je pense qu'en tant que citoyen, vous voyez des articles passer sur la crise de la démocratie au sens large et la crise de la démocratie locale, le déficit de l'investissement des citoyens, avec des difficultés de mobilisation, des difficultés sur les modalités d'implication, des vrais sujets sur la pérennité de la participation, des enjeux aussi en termes de représentativité. On parle souvent de toujours les mêmes. Difficile d'avoir vraiment des acteurs des habitants du territoire présents. Des vrais sujets sur l'expertise et la place de l'habitant. On voit beaucoup d'élus avec qui on travaille qui sont pas forcément trop dans le participatif, qui en fait remettent en question, qui questionnent en fait la réalité de cette démocratie participative versus la démocratie représentative. Un manque de compréhension donc et de volonté politique à- avec ça, et des postures et des conditions qui sont souvent pas vraiment réunies pour rendre possible en fait ce territoire de participation, ce territoire de coopération. Et nous, ce qu'on observe, et moi ce que j'observe effectivement, c'est que ces limites, elles sont de plusieurs natures. On peut avoir des limites techniques, en disant de ne pas savoir vraiment ce que l'on peut faire en termes de sur quel sujet aller avec les citoyens, des limites méthodologiques, avec la volonté de faire la participation, mais sans véritablement être outillé pour créer cette dynamique, des limites culturelles, parce que faire à plusieurs et faire ensemble et faire coopération, c'est facile à dire, mais c'est tout sauf évident. Ça prend plus de temps, ça demande de lâcher prise, ça demande de faire confiance et ça demande de créer un cadre différent. Des limites organisationnelles qui parfois dans des organisations très silotées empêchent d'être sur des approches projets plus systémiques, en particulier en lien avec les transitions, et de réussir à embarquer plus largement en interne pour les organisations collectivités et parfois plus largement sur le territoire avec les différentes parties prenantes.
pas toujours évident de se mettre en mode projet et de s'aligner. Et puis parfois, on voit des limites politiques par rapport justement à ce que je vous disais juste avant, une sorte de retour des élus qui ont pas, en fait, qui questionnent la démocratie participative versus la démocratie représentative. Et ce qu'on voit, c'est que ces limites, elles sont partagées chez les professionnels et chez les habitants. Et nous, tout cela, je dis nous, je parle au nom du collectif hein, qui a travaillé sur le sujet de l'habitant partenaire, les questions qu'on s'est posées, c'est de se dire dans quelle mesure la participation peut constituer un levier pour améliorer les politiques publiques et les projets de territoire en réponse aux enjeux locaux. Et donc, et comment faire pour que l'habitant et le citoyen, pour faire de l'habitant et du citoyen un vrai partenaire de cette fabrique de la ville et du territoire. C'est-à-dire dépasser le déclaratif qui parle du participatif, mais aller un cran plus loin dans une logique d'horizontalité où l'habitant ne serait pas forcément consulté de manière descendante pour connaître son avis et savoir quel projet on doit mener pour lui, mais être davantage dans une logique de comment arriver à mettre certains habitants dans une vraie logique de partenariat en leur donnant un vrai rôle pour agir collectivement sur le territoire en lien avec différents défis liés aux transitions. Et cette intro, ça me permet vraiment d'arriver sur cette logique, cette notion en fait d'habitant ou d'habitante partenaire qui est pour nous un horizon pour explorer le futur de la participation. En fait, la réflexion autour de l'habitant partenaire, elle vient du monde hospitalier, qui a développé depuis plusieurs années la fonction de patient partenaire, qui est vraiment un pas de côté, un angle de réflexion intéressant. Et nous, en fait, c'est que l'un des membres de notre collectif travaille beaucoup sur l'expérience vécue par les usagers des hôpitaux et sur lequel désormais les directions hospitalières se saisissent véritablement de ce sujet. Et ce qui a été mis en place, c'est un patient partenaire. C'est en fait un patient qui a vécu un accompagnement pendant assez longtemps dans un hôpital, dans un CHU, la plupart du temps pour des maladies assez longues, dans lequel il a véritablement eu une expérience où il a été en contact avec quasiment l'ensemble des services de l'hôpital. Et en fait, grâce à ça, on considère, enfin les hôpitaux ont considéré, qu'il avait une expertise d'usage très forte de l'établissement. Par à la fois les interactions qu'il avait eues avec le domaine médical, avec l'accompagnement à côté, le côté administratif, le vécu très pratico-pratique. Et donc certains hôpitaux ont décidé de mobiliser cette expertise-là pour travailler avec eux sur comment on améliore demain l'expérience usagée au sein de nos établissements. Et donc un patient partenaire, pardon, c'est un patient qui rentre dans une sorte de comité de l'expérience patient au sein de l'établissement hospitalier, dans lequel on a le directeur d'établissement, les services administratifs, les médecins, donc avec les grandes échelles, les grands directeurs, les infirmières, les aides-soignantes, tous les parties prenantes de l'hôpital pour penser ensemble de manière partenariale comment faire mieux. Et ce qui était intéressant par rapport à la participation habitante qu'on observe dans les villes, où justement on fait participer les gens de manière très ponctuelle, sans forcément avoir les bonnes compétences autour de la table, sans forcément avoir formé les gens pour participer, la logique de l'habitant partenaire, c'est justement avoir un cadre bien défini pour créer les conditions du partenariat avec le patient. Donc ce qui nous a vraiment interpellé et a poussé la réflexion, c'est que on voyait qu'il y avait une implication graduelle des patients partenaires selon des modalités très cadrées. On voyait qu'ils étaient vraiment impliqués, non pas à une échelle ponctuelle, mais au sein de l'organisation et dans la durée. Ils avaient un vrai rôle et une vraie fonction à jouer. Ils avaient aussi la nécessité bah, d'arriver avec une véritable expertise sur le fond des choses. C'est-à-dire qu'on leur expliquait le fonctionnement global de l'établissement pour derrière être capable de vraiment participer. C'était des patients à qui on proposait des formations dédiées pour devenir partenaires. Et enfin, pour certains, certains en font même aujourd'hui, leur métier en étant rémunéré.
C'est-à-dire qu'on considère qu'ils sont citoyens ou patients, mais ils ont un rôle technique à jouer dans l'action de l'hôpital. Et nous, tout le parallèle qu'on a souhaité faire, c'est de se dire, et si demain, on essayait de réfléchir, c'est plus une piste de réflexion que notre collectif a menée, si on imaginait une déclinaison de cette approche, ou on s'est plutôt dit, une déclinaison de cette approche est-elle possible dans le domaine de la ville et des territoires? Cette déclinaison serait-elle une opportunité à saisir pour faire évoluer la participation? Cette participation dont je vous ai dit aujourd'hui, voilà, des manques au niveau technique. Parfois des habitants qu'on ne sollicite que très ponctuellement et sur lesquels on peut être déçu de leur investissement. Des habitants pas forcément formés, pas forcément avec une mission précise. Donc nous, tout le but a été justement de se projeter là-dedans et de se dire, est-ce qu'on peut essayer de réfléchir à ce que serait un habitant partenaire pour le territoire? Et de certaine manière, le but était d'avoir une sorte de réflexion miroir pour explorer des nouveaux cadres à la participation et une logique de trait d'union, j'ai dit, pour booster la participation au global, en disant, est-ce qu'une réflexion sur un cadre de l'habitant partenaire, ça permettrait de tirer des fils sur comment faire évoluer les méthodes, comment faire évoluer les postures, comment favoriser les coopérations dans les projets collectifs, la complémentarité des expertises, comment potentiellement travailler sur cette logique de formation pour transformer la manière dont on veut faire participer, dont on veut impliquer les habitants au sein des projets de territoire, à la fois dans leur élaboration, mais peut-être aussi dans leur mise en œuvre, c'est-à-dire trouver un vrai rôle de partenariat pour certains habitants. Donc notre parti pris initial, notre définition de l'habitant partenaire, aujourd'hui, c'est de se dire un habitant partenaire, c'est un habitant mobilisé de manière pérenne dans la co-conception et la co-gestion de sa ville et de son territoire. Par son rôle et sa posture, pardon, il fait ainsi partie d'une communauté de territoires multi-acteurs, impliquée dans son évolution, son adaptation et son amélioration continue. Donc ce que vous voyez, c'est, avec le petit schéma à côté, c'est que l'habitant partenaire, voilà, se positionne comme un acteur, au même titre que d'autres acteurs qui portent une expertise technique, une capacité d'action, une capacité de transformation, et tout le travail est de se dire comment on lui trouve sa juste place pour qu'il puisse permettre peut-être des projets que sans lui, ces projets n'auraient ni été ou possibles, ni aussi pertinents. La démarche va aller très vite, mais c'est quelque chose, c'est une genèse de ce projet. En fait, ça fait depuis 2022 qu'on travaille dessus. Là aussi, on est toujours dans notre côté très collectif. Il y a un défrichage un peu collectif du concept pendant 2 ans avec différents praticiens de l'intelligence collective et de la coopération via des études, des interactions en webinaire. On a aussi, et je ferai le zoom sur quelques expérimentations qu'on a déjà menées sur le terrain pour éprouver un peu ce que pourrait être cette dimension de l'habitant partenaire, et je vais revenir dessus. Et aujourd'hui, on est à une phase où, de ce début de modélisation, nous, on croit beaucoup dans l'expérimentation pour apprendre et en fait enrichir le concept. Notre objectif, c'est que sur 2026, à partir aussi du prochain mandat municipal, on arrive à diffuser davantage, expérimenter davantage et modéliser davantage ce principe. Donc le mieux, c'est que je puisse maintenant vous présenter, je vais vous présenter 2 projets euh, qui mettent en avant en fait la manière dont on peut installer un habitant partenaire dans le cadre d'un projet de territoire. Parce que j'essaye effectivement de faire le lien avec toutes vos réflexions sur les territoires apprenants, la mise en place des projets en lien avec la transition écologique, le changement climatique. Nous, à chaque fois, en tout cas pour le projet que je vais vous présenter, le principal, c'était de se dire comment on part d'un défi local partagé par énormément d'acteurs du territoire. Comment on arrive à fédérer ces acteurs du territoire qui, pour la plupart, sont tous des professionnels sur le sujet dédié. Comment on arrive à créer une organisation collective qui les met en capacité de coopérer. Et dans ce cocktail positif, comment on arrive à trouver une juste place pour des habitants pour qu'ils puissent être à peu près au même niveau dans la contribution à la réflexion du projet, dans la conception
du service et derrière dans sa mise en œuvre. Donc le projet dont je veux vous parler, c'est la coopérative nantaise des Nouvelles Solidarités. Donc moi je suis basé à Nantes, ville qui développe un nombre important de projets participatifs. Et en 2022, la ville de Nantes décide de faire des assises, donc un grand débat sur l'état de lieu en termes de lutte contre la précarité et l'isolement sur le territoire. Le but de ces assises, c'était véritablement de réunir la puissance publique, des bailleurs sociaux, des acteurs économiques, des acteurs associatifs et aussi des habitants concernés par ces sujets-là, ou en tant que bénévoles, ou en tant que personnes directement concernées par ces problématiques de précarité, pour en faire un état des lieux partagé. De ces assises, je ne vais pas vous dire tout ce qui a été évoqué, mais il y a un point fort qui est ressorti, c'était l'incapacité du territoire, en tout cas, la possibilité pour le territoire de faire mieux en termes de coopération interacteurs pour lutter pour lutter contre la précarité et lutter contre l'isolement. Avec un constat qui était on est énormément d'acteurs, chacun travaille les uns à côté des autres, et pourtant de nombreux réseaux existent, mais on n'est plus pas forcément à monter des projets communs, pas forcément à croiser nos expertises, mais plus à travailler les uns à côté des autres, positivement, mais pas forcément communément. Et une des pistes de réflexion, en tout cas de résolution d'une partie de cette problématique, c'était de se dire, peut-être qu'il faudrait essayer d'imaginer une nouvelle organisation territoriale, pour nous, acteurs de la lutte contre la précarité et l'isolement, à définir pour faire mieux, pour faire autrement, et sans doute pour essayer de davantage croiser des univers où aujourd'hui, on travaille parfois un petit peu dans nos silos, dans des cultures d'organisation, mais est-ce que le monde associatif côtoie le privé pour lutter contre l'isolement et la précarité? Est-ce que les grandes assos travaillent avec les petites associations? Est-ce qu'on donne la place aux usagers, aux habitants concernés, pour penser les projets demain, pour imaginer les projets? Et donc l'objectif de la coopérative, c'était véritablement de se dire, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réunir sur une année entière, on se donne 15 mois, un petit peu plus, pour réunir une trentaine d'acteurs du territoire, publics, bailleurs, associatifs, monde de l'ESS et quelques acteurs économiques et privés, quelques acteurs économiques privés, pour repenser notre manière d'agir ensemble et en fait préfigurer ce que pourrait être une coopérative demain. Donc pendant un an, le but était d'expérimenter en fait, de discuter ensemble des problématiques partagées et d'imaginer des formats. Un des points essentiels était de se dire, on a vraiment l'habitude de penser, nous, entre professionnels, sans forcément donner leur juste place aux habitants pour eux-mêmes contribuer à nos réflexions sur ce projet-là. Et un point très intéressant, c'est que dans le cadre du processus collectif, il y a d'abord eu des réflexions qui se sont initiées sans les habitants, qui pour le coup se sentaient un peu trop éloignés des discussions professionnelles, mais que au fur et à mesure de l'année, on a pu créer des espaces d'échange où on a mobilisé, vous voyez sur les photos, une dizaine d'habitants qui étaient des gens qui étaient directement concernés par ces problèmes. La plupart de ces gens-là étaient suivis par les organisations qui faisaient partie de la coopérative et qu'on a pu mettre autour de la table pour penser avec eux la future coopérative. C'est-à-dire qu'on est reparti de leurs besoins en disant aujourd'hui, par rapport à l'accompagnement que vous avez, par rapport à ce que vous vivez en termes d'isolement parfois, de précarité, quels sujets pensez-vous être les sujets sur lesquels auxquels la coopérative devrait s'attaquer? Et quel rôle, vous, habitants, vous senteriez-vous capable de jouer dans ce projet? Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a pu voir donc cette mise en place des habitants après un petit peu de temps. Il y a toute cette logique de confiance, de montée en légitimité et de montée en compétence en fait qui s'est faite pendant quasiment 4 mois, pour qu'à la suite de ça, on ait pu avoir des propositions concrètes de réaliser et surtout
La coopérative, derrière, a fini par générer des projets portés par de multiples acteurs. On a fait émerger pour la première année 6 expérimentations portées par 6 groupes de travail différents au sein de la coopérative. Et dans 2 ou 3 de ces expérimentations, on a pu avoir la chance d'avoir justement des contributions habitantes pour que eux-mêmes puissent derrière justement participer à la mise en œuvre d'un projet qui était comment on renforce le lien entre associations et commerçants pour lutter contre la précarité pendant l'hiver dans un quartier. Comment on imagine des formations croisées de lutte contre l'isolement au sein de certains quartiers en politique de la ville. Donc il y a plusieurs sujets dans lesquels l'expertise habitante était directement mobilisée pour réussir à élaborer des projets communs. Donc ça, c'était une forme d'exemple dans lequel, au sein d'une organisation assez horizontale, où plusieurs acteurs d'un même territoire souhaitaient mettre en œuvre des solutions collectives, on donnait une juste place aux habitants, ou alors dans la phase de diagnostic, ou dans la phase de conception des projets, voire même dans une phase de mise en œuvre des projets, sachant que cette coopérative a derrière développé une gouvernance partagée autour de ces actions, de ce choix autour d'actions communes, dans lequel les habitants, eux aussi, avaient un rôle à jouer. Second point, second projet intéressant, mais que je vais développer un petit peu moins longuement sur l'enjeu de formation, en fait. Aujourd'hui, moi, ce que j'observe, mais depuis le début, c'est que on demande, il y a une forme d'injonction à la participation des habitants, mais souvent sans aucune formation sur le volet technique des choses ou sur la compréhension du territoire sur lequel ils interviennent. Parce que on va leur demander de venir on va leur demander de venir pour une réunion publique qui dure 2 heures un soir entre 18 h et 20 h. On a un quart d'heure au début pour leur présenter le contexte et puis derrière on les fait travailler 1 h 40, je caricature exprès, sur des post-it pour derrière faire des propositions. Mais on est dans une logique de participation un peu snacking fast où on les fait participer très vite, on prend ce qu'ils ont à dire, mais souvent on les prépare peu. Donc on ne crée pas les conditions du partenariat. Là, il y a une école intéressante qui s'appelle l'École du renouvellement urbain, qui est basée à Pantin. Elle est financée par l'ANCT, l'Union sociale pour l'habitat et l'Agence nationale pour le renouvellement urbain, l'ANRU. Et en gros, c'est une école qui propose avant tout des formations à destination des professionnels du renouvellement urbain, euh, donc les chefs de projet, politiques de la ville, etc., sur tous ces sujets-là, mais qui a la singularité de proposer des formations à destination des habitants qui habitent en quartier politique de la ville. Donc moi je vais pour parler d'une de ces formations. Cette formation, elle s'appelle Acteur Habitant. Elle a pour vocation de d'outiller ces habitants, qui sont souvent des habitants déjà impliqués dans des associations, dans des conseils de quartier, dans des conseils citoyens, mais qui a vocation justement de leur donner à la fois des clés de compréhension de qu'est-ce qu'est le renouvellement urbain, qu'est-ce que la politique de la ville et qui est l'écosystème d'acteurs qui en fait, qui est là autour de vous pour transformer vos quartiers. Donc, on leur donne déjà tout un bagage un petit peu technique de compréhension de l'écosystème dans lequel ils se situent. Quel est derrière votre rôle et votre contribution possible à cette évolution de la politique de la ville, à cette évolution de votre quartier, pour être précis sur quelles sont vos marges de manœuvre et quelles sont vos prérogatives potentielles en tant qu'habitant pour lancer ça. Et derrière, on les outille avec des aspects, des dimensions méthodologiques, donc de savoir-faire et de savoir-être, pour positivement participer à la fois aux dispositifs descendants, concertation, etc., qui leur sont proposés, mais aussi pour pouvoir prendre la main de manière plus ascendante sur comment capter la parole sur le terrain des habitants qui habitent autour de chez vous, si vous voulez la remonter au pouvoir politique. Comment réussir vous-même à monter vos propres projets de transformation du quartier, cadre de vie. Je refais le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure. Créer un jardin partagé, créer un système de récupération d'eau pour derrière développer des jardins autour de chez vous. Donc on les outille aussi pour les mettre en capacité d'être en mode projet. Et on est véritablement, même si c'est pas une formation habitant partenaire, dans une logique en revanche d'outillage pour créer les conditions d'une juste participation. Et aujourd'hui, pour faire le lien entre ce que j'ai dit depuis le début, on pense véritablement que c'est un point indispensable
pour aller un cran plus loin et dépasser la participation qui est celle d'aujourd'hui. Quel cadre, une fois qu'on a dit ça, et une fois que je vous ai présenté ces quelques expérimentations-là, nous, on essaye de se dire quel cadre et processus d'installation pour aller plus loin. C'est-à-dire concrètement, bon, ok, on dit, on aimerait mettre ça en place au sein de territoires, au sein de gouvernance territoriale, au sein de collectivités, mais qu'est-ce qu'on peut essayer d'imaginer? Quelle fonction on pourrait donner à cet habitant partenaire? Parce que comme je vous ai montré en avant, un petit peu en amont, il y a mille et une manières de faire contribuer des parties prenantes autour d'un projet. Donc on a essayé de cartographier, pas de manière exhaustive, mais quelques fonctions clés qu'on pourrait imaginer pour l'habitant partenaire demain. En effet, il pourrait y avoir différentes dimensions de partenariat à l'échelle d'un territoire avec des habitants. La première, c'est la connexion et la compréhension. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup aussi d'habitants qui sont un petit peu déconnectés de l'institution, déconnectés de leur ville, et qui sont pas forcément en compréhension de comment se passe la ville, qui fait quoi, en particulier sur des projets de transformation, etc. Donc on s'est dit, bah, peut-être qu'un habitant partenaire, ça pourrait être des habitants référents. Ils ne seraient pas là pour remplacer les agents, hein. Je précise bien qu'on n'est pas là pour remplacer, mais être en complémentarité pour dire, bah, avec leur point de vue, avec leur vocabulaire, ils auraient cette capacité peut-être auprès de certains habitants de venir expliquer ce qui se passe. Il y a une association qui s'appelle Voisins Malins, typiquement, qui fait des actions comme ça, plutôt d'aller vers et de porte à porte dans les quartiers populaires, entre autres, pour expliquer des futurs projets mis en œuvre dans les quartiers, pour créer, pour offrir de la pédagogie auprès de projets à mettre en œuvre sur le territoire. C'est un peu en lien avec le point numéro 2, c'est ça pourrait être une fonction autour de l'information et de la mobilisation. Il y a un projet de territoire donné, on sait qu'on a envie d'engager un quartier dans l'action à venir, et ben pourquoi pas des habitants référents qui pourraient aller justement mobiliser, faire savoir, donner envie de venir pour participer à la réunion publique ou pour potentiellement participer au projet. Les phases 3, 4 et 5, c'est un petit peu ce que je vous ai montré tout à l'heure sur les échelles de la participation. On pourrait imaginer, c'est peut-être des choses qui vous intéressent là, sur le volet diagnostic, se dire, on a une mission autour d'un projet de transformation ou de transition sur notre territoire. Ça peut être la captation de température ou la captation de vécu sur un territoire donné, sur un quartier. Et on pourrait donner une mission de diagnostic partagé fait par ces habitants partenaires auprès de leurs pairs ou auprès d'autres pour essayer de capter cette information. Sur la conception, on en a parlé, ce serait élaborer des services. Sur l'action coordonnée, bah je reprends l'exemple de l'agriculture urbaine, c'est l'action coordonnée des habitants particulièrement présents pour s'impliquer dans ce projet. Et les derniers points qui sont plus proches de ce qu'on a fait avec la coopérative nantaise des solidarités, c'est des habitants dans la gouvernance d'un projet, c'est-à-dire dans son évolution au quotidien, dans sa mise en œuvre et dans son évolution, dans son évaluation, sachant que 6 et 7, on les lit un petit peu. Donc on se dit, bah, voilà en fait ce qu'on pourrait envisager, et aujourd'hui, c'est déjà des choses dans certains de nos projets qu'on a pu faire de manière un petit peu ponctuelle. Le cadre aussi, que nous, on est en train de travailler et de rédiger, c'est de se dire, déjà, c'est de partir d'une compréhension globale et d'une vision partagée. C'est-à-dire comprendre ce que veut dire la participation, comprendre ce que veut dire faire partenariat entre un acteur public et des habitants, ou n'importe quel type d'acteur et des habitants. Donc ça, on pense que c'est un indispensable. Une compétence, des compétences et une professionnalisation. Alors ça, pour les habitants, c'est plus une montée en compétences techniques et professionnalisation aussi sur le volet intelligence collective, mais on pense que, moi je le vois, je fais beaucoup de formations aussi de professionnalisation sur la participation et la coopération pour les agents. Des projets et des expériences en commun. Euh, je reprends une culture partagée, un état d'esprit, des rôles et des missions précises, des niveaux et des modes d'engagement, une logique de valorisation des projets menés par l'habitant partenaire. Donc là, on est dans une approche un petit peu plus globale sur lequel, voilà, c'est un petit peu ce cadre qu'il faut, selon nous, détailler comme une sorte de fiche de mission que pourra avoir une collectivité ou toute structure souhaitant missionner un habitant partenaire. Et une installation sans doute à séquencer dans une organisation, puisque on ne peut pas juste appuyer sur un interrupteur et dire c'est bon, l'habitant partenaire fonctionne. Nous, ce qu'on envisage et ce qu'on est ancien justement de travailler, et on cherche des territoires d'expérimentation pour le faire, c'est bah, une mobilisation et recrutement
à la fois d'un territoire candidat et derrière autour d'un sujet donné, potentiellement de recruter des habitants qui pourraient être habitants partenaires. Deux, une formation commune des habitants et de la collectivité ensemble pour comprendre ce qu'est l'enjeu du partenariat, comprendre l'enjeu du projet commun sur lequel ils pourraient agir ensemble. Et avec cette formation, autour des savoirs, savoir-faire et savoir-être, réussir à s'appuyer sur une compréhension partagée, une vraie convergence, un cadre commun de coopération, et derrière, mettre en place des actions autour de projets très concrets pour pouvoir tester et élaborer un petit peu des projets comme ceux que je vous ai présentés très succinctement précédemment. Mais le dernier point par rapport à ça, et ça grâce à notre tour de France, ou du moins notre tour de visioconférence avec plusieurs praticiens, élus, agents des collectivités, c'est qu'on sait que par rapport à tout ça, il y a des écueils aujourd'hui, des écueils qu'on doit avoir en tête. C'est des risques ou des limites à dépasser, un autour de l'ambition, c'est-à-dire on a beaucoup parlé de greenwashing. Il pourrait y avoir le risque de l'habitant washing ou de la participation washing, qui existe parfois d'ores et déjà, et dire comment être sûr de ne pas être sur quelque chose de gadget ou de ne pas être sur un tampon marketing qui permet à la collectivité de valoriser une action, mais quel est l'engagement sincère de la collectivité dans cette démarche de participation et de coopération avec ses habitants. Deux, un risque autour du recrutement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a déjà ce cas de figure. La participation, parfois, on a des profils qui sont parfois très politisés, qui peuvent avoir certains conflits d'intérêts. Et c'est vrai que ce qui marche bien dans le monde hospitalier, si je refais la déclinaison par rapport au départ, voilà, on a des limites potentielles supplémentaires, voilà, parce qu'il y a plus de politique. Et donc, comment on arrive à trouver une grille de conditions, des critères pour quasiment une charte de déontologie pour justement pouvoir être en mesure de recruter des vrais habitants partenaires sur tel ou tel projet. Et enfin, le second point, en particulier dans un contexte où on sait que les finances publiques sont, c'est compliqué, c'est de se dire de quelle manière est-ce que l'on rémunère les habitants partenaires? Aujourd'hui, on observe et beaucoup de gens qui s'impliquent, qui participent dans la plupart de nos démarches participatives. Très peu de personnes sont rémunérées. Beaucoup de personnes s'engagent vraiment sur leur temps libre. Mais est-ce que on peut quand même envisager pour certains ou une rémunération ou des rétributions et se dire comment, sous quels critères et sous quelles limites et surtout comment réussir à faire ça sans que cela se fasse au détriment de la participation plus classique. Parce que dans tout ce que l'on propose ici, l'idée n'est pas de dire que l'habitant partenaire va être l'alpha et l'oméga de la participation et de la coopération sur des territoires, mais plutôt une sorte de prisme qui permette aux organisations d'aller un cran plus loin sur leur culture participative, sur l'exigence des projets sur lesquels ils peuvent aller. Et donc voilà, pour le financement, c'est pareil, c'est comment on arrive à créer un cadre pas polémique, qui ne remet pas en question la participation plus classique autour de ces projets de territoire. Et donc pour terminer, ce qui était plus une question ouverte pour la séquence de questions-réponses, je voulais savoir comment ou si cette réflexion pouvait faire écho à vos travaux et réflexions localement ou dans les projets que vous pouvez mener. Je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à répondre à toutes vos questions ou entendre vos réactions sur ce sujet ou ce concept de habitante partenaire. Merci beaucoup, Nicolas. Vraiment une présentation très riche et je pense qu'il amène pas mal de matière à réflexion par rapport aux travaux qui vont être lancés dans le cadre de NEO. Merci pour les outils méthodologiques. Je pense que c'est des cadres qui peuvent vraiment servir pour interroger l'approche qu'on souhaite avoir vis-à-vis de nos partenaires. Je pense que tout ce qui est proposé au niveau de l'habitant partenaire, on pourrait également le transposer pour partie sur les acteurs professionnels partenaires. Déjà, un certain nombre de choses qui pourraient être reprises. Je laisse les personnes réagir. N'hésitez pas. Donc on l'a pas fait. On va peut-être le faire maintenant, mais
à vous présenter si vous avez une remarque ou une question. N'hésitez pas également si vous avez des retours d'expérience en lien avec ce qu'on vient de voir aujourd'hui, parce que je vois qu'il y a des personnes qui sont sur d'autres projets de recherche avec des questions de participation citoyenne également. Voilà, je me présente quand même parce que j'ai pas eu le temps de le faire au début. Donc Elsa Nedelec, moi je suis médiatrice scientifique dans le cadre du projet NEO. Et Jean, est-ce que tu veux dire un mot et peut-être rebondir sur ce qui vient d'être dit? Alors moi je suis le co-responsable du projet Néo avec Fabrice donc, qui a présenté le projet et je crois que Maryse voulait dire un mot et si vous pouvez juste vous présenter en quelques mots avant de poser la question, que Nicolas situe un peu le public avec lequel il interagit. Voilà, et puis vous pouvez lever la main pour qu'on vous puisse vous donner la parole. Et si vous avez préféré poser les questions dans le chat aussi, il n'y a pas de problème. Maris, tu peux rebondir? Oui, merci beaucoup. Donc oui, je suis Maryse Carmès, donc je suis ancienne chercheuse au CNAM, je suis en sciences de l'information communication et on va dire sur les sujets de recherche et de sciences participatives et voilà, en lien avec des questions environnementales. Euh, merci pour votre regard de praticien, effectivement, c'est intéressant. Donc beaucoup de résonance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement par rapport aux difficultés, parce qu'on sait les difficultés sont nombreuses. Sur les démarches qui sont portées par les collectivités territoriales, ça correspond au projet en majeur, si j'ai bien compris, sur lesquels vous travaillez. Mm. Avec effectivement là, alors quand on est en recherche participative, ben, il y a le terme recherche, donc on travaille davantage sur un triptyque qui est recherche, action publique et société civile. Donc ça, voilà, on n'est pas que action publique, on va dire, et habitants, donc ce qui change la configuration. Du coup, moi, ce sur quoi j'ai vu que vous insistiez, alors c'est beaucoup sur la formation. Et nous, en recherche, enfin, en SHS, on est beaucoup sur la nécessité de sortir du paradigme du déficit citoyen. Donc du déficit de connaissances. Alors, effectivement, ça m'a un peu interpellé ce focus, mais parce que là, on est dans un cadre où peut-être les projets sur lesquels vous travaillez ou les démarches sont peut-être globales, c'est-à-dire un territoire qui veut mettre en place une démarche participative dans une collectivité. Et donc là, tous les sujets sont ouverts, c'est-à-dire aussi bien les projets d'aménagement urbain, de planification urbaine, etc. Alors c'est peut-être aussi dans ce cadre-là, parce que effectivement, c'est une tension. Qui est là et puis qui traverse les sciences politiques et la sociologie depuis 100 ans. Donc voilà, ça c'est une première question. Est-ce que ce prisme-là est expliqué parce que vos projets sont justement plutôt très généraux par rapport à une démarche Mm. voilà, de collectivité territoriale. Et deuxièmement, ça fait le pendant. On travaille beaucoup en sociaux bah, sur les processus de concernement, de problématisation, Mm. en contexte de controverse, etc. Et au contraire, on est sur des démarches ou des dynamiques où ce sont les collectifs et les sociétés civiles, on va dire, qui est mobilisé, qui vient interpeller bah, les acteurs publics et la recherche aussi. Voilà, donc est-ce que vous avez travaillé sur cette deuxième configuration, en fait? Ouais. Ok. Du coup, Maris, pardon, tu peux nous réexpliciter ta première question? J'ai perdu le fil personnellement. La première question, c'est le focus de Nicolas Lebert est très porté sur la nécessité de mise en capacitation par la formation et Oui, donc avec le postulat qui a largement été discuté de déficit citoyen. C'est-à-dire qu'il s'agirait de former les citoyens pour qu'ils soient non seulement éclairés et donc légitimes à participer dans une démarche justement d'intérêt collectif, d'accord? Mm. Et tout le débat depuis Dewey et Lippmann, c'est quelle est la légitimité d'un citoyen à pouvoir participer.
Et en l'occurrence, c'était notamment lié à cette question de déficit. Alors que donc la question était, est-ce que ce prisme que vous avez pris vient du fait que les projets sur lesquels vous avez travaillé sont effectivement plutôt portés par des collectivités et voilà, sans lien peut-être avec une problématique, une tension, un débat, une conflictualité diverse qui puisse s'exprimer sur le territoire. Voilà. Donc il y avait deux questions. Ouais. Cette première question et l'autre question, qui est l'autre processus. Est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler sur Processus une démarche ascendant. plutôt, voilà, de demande sociale? Hmm. Alors, sur le premier sujet sur la formation, je vais reformuler pour effectivement, que on ait bien compris et que j'ai pas. Je pense que tout citoyen est totalement légitime à venir, heureusement, participer. Et c'est en partenaire, ce que je montre, c'est qu'on pousse très un petit peu le sujet de vraiment se former pour être en. Mais on est plus sur des citoyens pour l'habitant partenaire qui sont installés de manière pérenne un peu au sein de la collectivité pour être des partenaires de plus de la participation. Mais dans moi, ce que je propose, je vais parler de l'école du renouvellement urbain, mais je le fais dans d'autres cadres. Pour moi, c'est pas ce qu'il faut en fait, c'est davantage que ce qui manque parfois dans les démarches de participation. C'est juste une bonne compréhension du sujet qui est porté par la collectivité auprès des habitants. Je trouve qu'à défaut de former, parfois il y a un déficit de pédagogie, de juste expliquer en fait quel est le cadre de réflexion et quelles sont les contraintes au cadre de la réflexion. C'est-à-dire juste des règles du jeu de la participation. Je pense que ça, c'est juste pour la compréhension sur le volet technique. Là où j'insiste davantage sur, je pense que oui, c'est intéressant de former et de former largement les citoyens. C'est plus sur les savoir-faire et savoir-être pour la compréhension du cadre participatif. Pas tant sur le sujet qui est purement technique, parce que parfois, mais c'est comprendre en fait les règles du jeu du collectif, euh, l'expertise, mais qui peuvent être juste simples, qu'ils ont en eux. Genre, ben, vous habitez ici, vous êtes légitime pour exprimer votre vécu, etc. Et moi, dans les formations que je fais typiquement auprès d'habitants, certains se disent, je savais même pas que j'avais le droit de pouvoir proposer ça. Je savais pas que j'étais en capacité de pouvoir m'inscrire dans ce type de projet. Donc, quand je parle de formation, c'est plus vraiment cette compréhension de comment dans un processus collectif, justement, ils ont toute leur place et c'est juste les outiller en termes de méthode, mais plus de méthode d'intelligence collective et de participation, plus que de savoir purement technique sur un sujet. Enfin, en tout cas, moi, j'interviens pas là-dessus. Donc, je sais D'accord. pas si ça répond en partie à votre question. Donc, je pense qu'effectivement, il peut y avoir de la participation sans formation, mais que plus on arrive à outiller les gens pour qu'ils soient bons dans le processus collectif et le dialogue, indépendamment de leurs connaissances techniques, mieux c'est en fait pour, je trouve, le dialogue, la démocratie locale, etc. Et on voit des vraies différences entre le avant et après. Et parfois, c'est ce qu'on essaye de faire dans nos ateliers participatifs pour expliquer les règles du jeu pour que les gens prennent les bonnes postures. Et la deuxième question, c'est vrai que moi, à 90%, c'est une commande qui vient d'en haut. Mm. Et donc, la question est posée, après, il faut la reformuler. Mais derrière, j'ai pu travailler avec des associations de quartier ou des associations d'habitants qui n'avaient pas une vocation à contester, à remonter une contestation, mais plus une vocation à élaborer eux-mêmes leur propre programme d'action pour leur quartier. Typiquement, j'ai accompagné un collectif d'habitants très orienté autour de la transition écologique dans un quartier à Nantes. Et l'idée, c'était de travailler avec eux sur la bonne reformulation, enfin, c'est eux, les questions viennent d'eux, mais sur la reformulation pour qu'ils soient eux plus en capacité d'agir et de mener leur propre projet en toute autonomie. Voilà. Je Merci sais pas si beaucoup. j'ai bien répondu, Merci Marie. Merci. Nicolas. Je propose je vois qu'il y a d'autres personnes qui ont Ouais, envie de réagir. et Julie. Dans l'ordre, il me semble que Julie s'est manifestée et après Roman et Olga, si vous avez toujours votre question, votre réaction à partager.
Oui, merci pour l'exposé. C'est vrai que je ne m'étais pas présentée au départ. Je suis chercheur à l'École des Ponts en aménagement du territoire géographie et je suis impliquée dans le projet dans le WP1 et dans le WP4. Donc effectivement, comment ça contribue à cette recherche sur le territoire apprenant? Je pense qu'effectivement, il y a l'enjeu de l'insertion de l'habitant dans toute l'habitante dans toutes les positions qu'il peut avoir. Et donc, je pense que c'était intéressant de pouvoir avoir votre présentation. Moi, la question que j'ai, elle est celui des potentiels échecs et difficultés que vous avez rencontrés, parce que j'ai trouvé ça, les différents exemples donnés, c'était très intéressant. Et aussi, finalement, comment vous avez vu qu'on pouvait passer de la mise en confiance à la montée en légitimité, à la montée en compétence. Et finalement, quel était le plus dur dans ce que vous avez pu voir au regard de vos expériences sur ces enjeux-là vis-à-vis des autres acteurs qui étaient dans le système? Je vais parler effectivement, merci Julie pour la question, de la coopérative. La coopérative, elle commence par un échec, la coopérative nantaise des Nouvelles Solidarités. C'est-à-dire que dans le groupement initial, il y a bien 40 personnes, dont 5 habitants. Et les habitants viennent au premier atelier. Et notre premier atelier, bon, donc, mea culpa, en tout cas le collectif on accompagnait, c'est à l'issue du premier atelier, les 5 habitants ou 4 décident de ne plus revenir. Parce que les discussions avaient été beaucoup trop techniques. On avait beaucoup parlé des enjeux des différents acteurs professionnels de la lutte contre la précarité et l'isolement. Et donc, beaucoup de gens nous envoyaient mail ou téléphone pour dire, bah, je ne viens plus dans la... Je me sens pas à ma place. C'est pas le niveau de discussion que je veux avoir et le mode d'atelier, tout ça, ça me va pas. Et on a dû se questionner. Ça a d'ailleurs tendu le collectif dans son ensemble. Parce qu'au bout du deuxième atelier, on avait perdu les habitants et donc la ville a été beaucoup challengée par, des acteurs associatifs en disant bah, est-ce qu'on voulait vraiment avoir des habitants ou c'était juste de l'affichage Et donc on a eu un atelier 2 compliqué aussi. Mais c'est là, c'est ça les processus collectifs. Et derrière, le but a été très vite de penser des expérimentations avec la coopérative. C'était le but de la coopérative, monter des projets communs. Et on s'est dit bah mobiliser les habitants. On sait que c'est le plus dur dans tous ces sujets de participation, donc on va essayer d'inventer un nouveau format. Et donc on a, et je vais vite arriver sur la réponse, mais inventé des balades apprenantes où les acteurs associatifs ont fait venir des habitants qu'ils accompagnaient et on a organisé un peu un tour de Nantes des lieux connus dans lesquels on ne distinguait pas qui était habitant, qui était directeur d'une structure, qui était consultant ou qui était membre de la collectivité et on organisait une visite de Petits Frères des Pauvres, une visite de la maison de quartier de côté de Bautières et on organisait une activité commune. Et ces temps-là ont permis de créer une vraie confiance en fait autour des différents acteurs de cette balade. Et grâce à ça, on a réussi à remettre dans la boucle une quinzaine d'habitants qui, après 3 temps ensemble, 3 journées passées ensemble, alors c'était 3 journées sur un mois, se sont sentis faire partie d'un groupe, se sont sortis faire partie d'un groupe qui partageait des valeurs communes, la solidarité, et donc on gagnait la confiance. En fait, on gagnait la confiance et ce qu'on avait prévu, c'est après ces 3 temps-là, ça y est, cette fois, on allait basculer sur la réflexion plus autour des axes de travail potentiel et de leur place potentielle dans la coopérative. Et donc cette confiance-là, aujourd'hui, c'est le plus difficile parce qu'il y a beaucoup de défiance vis-à-vis des instances, des institutions. Donc c'est faire des efforts, moi, dans toutes les formations que je fais, beaucoup d'efforts de stratégie de mobilisation, prendre le temps d'aller voir des gens, même des gens un petit peu éloignés pour créer le contact, prendre le temps de la confiance. Les gens ont besoin de temps pour comprendre la véritable intention des projets participatifs et ce qu'on attend d'eux. Et je trouve que quand la confiance arrive, peut-être que c'est lié, quoi, mais la légitimité, elle est tout de suite ressentie par la personne. Une fois qu'elle est en confiance dans le groupe avec qui elle participe, elle peut plus naturellement exprimer ce pourquoi elle est là. Euh, Même si, à chaque fois, il faut le répéter en disant, vous avez une réelle expertise. Pour les habitants de la coopérative, c'était ça. En fait, vous nous apportez des choses qui sont véritablement fondamentales pour le groupe. Donc, c'est aussi des messages après, je pense, dans la manière et la posture hein, d'accueillir l'habitant et de le faire vraiment se sentir à sa place dans le processus qu'on avait complètement raté en tout début de processus.
et qui nous a mis un petit peu plus de temps à mettre en place. Et aujourd'hui, je peux le dire, 1 an et demi plus tard, il y a une dizaine, douzaine d'habitants qui sont dans la coopérative à participer au groupe projet. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question, Julie. Merci beaucoup. Roman, je vous propose de poser votre question ou réaction. Oui, merci beaucoup. Bonjour. Je m'appelle Romain Solepomias, je suis sociologue des sciences et je suis spécialiste de la question des infrastructures et de leur maintenance et en particulier de la voirie et des espaces publics. Et du coup, je voulais rebondir un petit peu sur le débat, mais ça rejoint ce qui vient d'être dit aussi, hein, mais sur le débat ouvert par Maryse Carmes sur la question du modèle du déficit en fait, parce que bon, en sociologie des sciences, c'est l'un des sujets qui nous occupe beaucoup. Euh, et en fait, je me disais, enfin, moi, ce que je comprends des débats sur le modèle de déficit, du déficit de connaissance des populations, c'est que là où c'est vraiment un problème, c'est les situations où ça conduit à écarter des problématisations, en fait, qui sont portées par des acteurs qui sont a priori jugés illégitimes pour les porter. Euh, et en particulier, notamment des problématisations techniques, en fait, c'est-à-dire des acteurs qui vont produire des données, leur propre expertise, etc., et qui vont arriver, on va leur dire, non, mais vous n'êtes pas technicien, donc répondez uniquement aux questions qu'on vous pose, en fait. Et donc, pour moi, le problème, en fait, c'est pas forcément une question de formation, parce que il y a des modèles comme les conférences de consensus sur des questions très techniques où on est au clair avec le fait qu'il faut faire de la formation sur les questions, les sujets techniques, parce que les gens n'ont pas forcément certaines formes d'expertise, mais ça ne conduit pas après à évacuer les formes d'expertise qu'ils ont. Mais du coup, pour moi, ça dépend du type de technicité en fait qu'on a sur les sujets de chaque projet spécifique. Donc ma première question, c'était un peu ça en fait. Quel genre de technicité vous pouvez avoir? Est-ce que ça vous arrive d'avoir des sujets avec vraiment des technicités très fortes, des savoirs spécialisés très forts? Euh, et par ailleurs, est-ce que dans le processus, en fait, on arrive à accueillir aussi des recadrages, pour prendre encore une fois un vocabulaire de sociologie des sciences, assez tardivement dans le processus, c'est-à-dire est-ce qu'on pose pas des questions trop fermées en fait au départ, et est-ce que si les habitants, habitantes que vous impliquez viennent vous poser une question qui est complètement à côté de ce que vous aviez attendu, est-ce que vous arrivez à l'accueillir d'une certaine manière, ce qui est, je pense, le plus difficile hein, de toute façon. Effectivement. Alors, sur le genre de technicité, alors, je peux pas parler pour tous les membres du collectif, mais il y a des membres dans le collectif qui sont plus sur toutes les logiques d'aménagement, de choses comme ça. Donc, voilà, de l'urbain, etc. Donc, on a une forme de technicité assez forte sur des infrastructures, des enjeux de mobilité, des choses comme ça, qui sont très, très importantes. On est vraiment sur du hard, entre guillemets. Donc là, c'est vrai que c'est difficile. Moi, sur mon volet, je travaille beaucoup sur tous les sujets. Solidarité, insertion, travail, action sociale. Donc on est plus dans du flux. On travaille plus sur du service et de l'accompagnement. Euh, donc il y a moins de technicité, même si il y a de la technicité. Et pour faire le lien avec votre question sur le processus, nous dans notre méthode de travail, et c'est pour ça qu'il faut que je distingue. Là, la formation dont je parlais, c'était beaucoup formation habitant partenaire, quand on veut vraiment essayer de faire monter un certain groupe de personnes sur une participation beaucoup plus aboutie. Mais moi, dans mes démarches participatives plus classiques, on se rapproche. Alors, je suis pas sociologue, mais je vais beaucoup sur le terrain. Et en fait, on va adresser n'importe qui, la personne en porte-à-porte en bas de chez lui, etc., sans qu'il y ait, Et on est sur une logique de beaucoup recueillir plus l'expérience et le vécu avec des questions très très ouvertes par rapport à des situations proposées, même si, typiquement, je vous prends un exemple, on travaillait avec le département de la Sarthe sur comment fluidifier les parcours ou le vécu des bénéficiaires du RSA qui ont des parcours d'insertion socio-professionnelle assez complexes, avec beaucoup de rendez-vous, beaucoup de professionnels, ça dure longtemps, il y a beaucoup de freins à lever de leur côté. Et donc, on est allé faire des interviews chez eux, enfin, suite à leur rendez-vous avec leurs travailleurs sociaux, pour dire aujourd'hui comment vous vivez de manière très large votre situation, pour essayer quand même d'avoir des éléments de vécu élargi par rapport à la problématique. Et ensuite, on resserre un petit peu sur les questions qui sont celles qu'on nous a données un petit peu ou qu'on a reformulées sur
et votre vécu, votre expérience de bénéficiaire du RSA dans votre parcours administratif, comment vous le vivez. On essaye quand même d'assez d'ouvrir et de faire une sorte de ping-pong dans notre synthèse globale sur toute la phase diagnostique. Là, on est vraiment plus sur la participation au sens diagnostic, c'est-à-dire que je viens comprendre la situation et le vécu, où on essaie de donner une place quand même à des vécus connexes à la thématique qu'on est en train de traiter, en se disant qu'ils peuvent sans doute nourrir une réflexion plus large. Donc voilà un petit peu et on peut, dans le processus, essayer de faire remonter des choses. Je vous prends un autre exemple. On avait travaillé avec des seniors sur un espace potentiellement d'accueil, guichet unique dans une ville pour se dire, bah, pour tous les seniors du territoire, quelle que soit leur situation, de 60 à 100 ans, indépendamment de leur situation de précarité ou non, pensez à un lieu central dans la ville qui serait capable de répondre à toutes leurs questions. Enfin, ça, c'était le cahier des charges initial. On a organisé une dizaine de focus group auprès de euh, plein de typologies de seniors différents. Des seniors accompagnés par petits frères des pauvres, donc vraiment en situation de grande précarité et d'isolement. D'autres types de seniors. Et en fait, ce qui est ressorti par rapport au cadrage, c'est que tous les gens ont dit, nous, on va en proximité chercher l'information. Et donc d'un coup, le lieu central n'avait plus de sens par rapport aux besoins évoqués par les habitants. Et donc ça a transformé derrière la réflexion des professionnels qui arrivaient plus en aval dans le processus d'élaboration du lieu. Et donc ça, je sais pas si c'est ça, hein, mais ça a recadré complètement la discussion en se disant, en fait, le service n'a plus vocation à être quelque chose de 100% centralisé, on doit plus réfléchir à une logique de réseau à l'échelle des micro-quartiers pour y répondre. Donc, c'est sur certains sujets, mais voilà, c'est dire comment on essaye quand même d'aller ouvrir les discussions et plus partir d'un vécu que au tout début en tout cas, et après dans le processus, aller plus sur des avis, des contributions par rapport à des questions un petit peu plus précises. J'espère que j'ai un peu répondu au moins à votre question. Oui, merci. Il nous reste quelques minutes. Olga, et tu voulais réagir aussi, Jean, tu me diras le mot de la Je peux fin. bien réagir. En plus, Olga, ouais. Nicolas. Merci beaucoup. Merci, bonjour, je me présente. Donc, je suis postdoctorante au projet NEO dans le WPET 3 sur donc le laboratoire hybride, sur plus précisément la thématique de la surchauffe urbaine. J'ai fait ma thèse sur la participation citoyenne aussi. Donc, dans ce projet, dans cette équipe, je suis responsable des questions de participation citoyenne. Je vais poser deux questions. Là, je commence avec la plus simple. Vous avez parlé du benchmark que vous êtes en train de faire dans votre équipe. Je ne sais pas si ce benchmark est ouvert et accessible. Ce serait intéressant de le voir. Et la deuxième question, c'est oui, je voulais demander comment vous vous positionnez sur cette question de légitimité des habitants, parce que déjà aujourd'hui, on observe la difficulté de faire venir les habitants au moment de participation. Pas assez de personnes veulent participer, prendre leur temps, et ceux qui viennent sont pas représentatifs, parce que justement aussi, pas tout le monde se sent légitime. Mais tout de même, vous parlez en plus de ça, de sélection, des conditions de sélection des habitants partenaires. J'imagine qu'il s'agit des différents. Euh, il ne s'agit pas d'évacuer des moments plus ponctuels de participation, Non. mais ouais. En fait, et c'est très intéressant parce que dans les projet de recherche-action participatif, c'est plutôt ce format d'habitants partenaires qui peut être plus pertinent. Et nous, justement, dans notre projet, l'objectif, c'est de créer un prototype du laboratoire hybride, un espace mobile qui se déplace vers les quartiers, vers les habitants dans les quartiers. On commence justement cette réflexion, comment on engage les usagers potentiels dans ce prototypage. Dans notre réflexion, on est parti plutôt des représentants de la société civile, Ouais. donc des associations, parce que peut-être ils ont plus de temps et on n'a pas la possibilité de rémunérer ces habitants partenaires.
Mais tout de même, la question se pose que souvent les représentants de la société civile sont déjà engagés, sont déjà pas représentatifs des habitants, entre guillemets, lambda. Également, après la formation qu'on donne aux habitants, aussi on peut, il y a des critiques enfin, qui disent que après la formation, aussi ces habitants qui participent euh, ne, ne sont plus lambda. Donc, quel est votre positionnement sur ça? Et je voulais aussi, une dernière chose, réagir sur les conseils citoyens pour vous, enfin les conseils de quartier pour Ouais, vous, c'est les participants de ces conseils qui sont engagés en long terme sont plus proches des habitants lambda, c'est plutôt ou c'est habitant tout de même partenaire. différent? Ouais, je vais vous dire. Ouais. Ma réponse 1, c'est ma veille est disponible. Je pourrais vous la partager. Je fais une newsletter. Je pourrais prendre votre email, etc. pour vous partager toutes les veilles. Ça fait 6 ans, donc j'ai pas mal de choses si vous le souhaitez. 2, sur la légitimité. En gros, je répète, l'idée c'est de faire coexister une participation pour tous et tous. Il faut réussir à écouter tout le monde et c'est ça la... Et des habitants partenaires, c'est-à-dire des habitants un peu plus formés, outillés. Et aujourd'hui, c'est un peu ce qui était le but des conseils de quartier. C'est ce qui était le but des conseils citoyens, c'est-à-dire des gens qui doivent être représentants, pas d'eux-mêmes. Parce que c'est aussi ça, un habitant partenaire, il ne doit pas venir pour participer pour lui-même. Il doit venir pour participer pour ou un quartier ou pour la personne qu'il représente. Donc quand vous parlez de ça, moi je pense qu'il faut réussir à combiner les deux. Et c'est pour ça que moi ce que j'observe, je travaille avec beaucoup de conseils citoyens que je forme. C'est on leur dit, parfois vous devez changer de posture. Parce que certains sont dans les conseils citoyens pour parler pour eux, pour porter leur propre combat. Ça, on a le droit de le faire. Mais c'est pas dans la logique du réel partenariat où on peut représenter. Donc je pense que pour ces instances qui existent, moi aujourd'hui je vois un déficit de fonctionnement parce que les postures sont pas toujours les bonnes, les méthodes manquent à ces conseils, et donc c'est une bonne idée ces conseils. Ces comités pourraient très bien fonctionner, certains marchent bien. Mais c'est pour ça que je distingue cette participation pour tous et qui fait le lien avec ce que disait Roman sur comment on va réussir à écouter tout le monde. Il faut effectivement que tout puisse être légitime, mais qu'à côté on puisse trouver des gens qui soient nos relais. Et parfois, moi, je sais que j'arriverai pas à mobiliser autant que quelqu'un qui habite dans un quartier pour aller parler à ses voisins ou que j'arriverai pas forcément à aller toucher des jeunes. Mais si j'ai un jeune du quartier qui, lui, prend la mission et est outillé pour aller parler à ses pairs, ça fonctionnera mieux. Donc c'est vraiment cette connexion qu'il faut essayer de travailler. Euh, pour moi, c'est pas la piste, c'est une piste de réflexion pour demain réussir à que ce groupe d'habitants, hein, peut-être un peu plus engagé que les autres, réussir à faire tache d'huile pour permettre à d'autres de s'exprimer. Voilà. Mais on veut pas une participation premium où il y en a juste 20 qui sont hyper formés, qui comprennent tout. C'est pas ça le but. C'est qu'ils doivent jouer ce rôle peut-être de trait d'union et qu'en revanche, c'est très formé, permettent à la collectivité de travailler autrement et d'élaborer autrement son processus participatif. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Si on arrête maintenant, est-ce que tout le monde est... Ça va aller? Est-ce que ce que je pourrais faire, c'est repartager tes coordonnées, Nicolas, si tu es d'accord, aux participants du webinaire, si vous avez envie de poursuivre les échanges ou les réflexions. On souhaitait vivement te remercier, Nicolas, pour ce temps que tu nous as donné aujourd'hui. Je pense qu'on voit tout l'intérêt d'avoir des retours de praticiens sur ces questions et voilà, j'ai hâte qu'on continue ce cycle de webinaires. Peut-être dire que effectivement, tu as une newsletter qui est vraiment assez riche en termes de veille et que c'est une veille à l'international de mémoire. Voilà, que vous avez aussi les cafés Café rencontre. de votre communauté. Tu veux peut-être dire un mot sur vos cafés comme... Oui, oui, ben non, mais très vite, c'est par rapport au collectif créatif des territoires, ce que je vous disais en introduction, là, c'est tant d'interaction et de partage entre praticiens qui s'intéressent au territoire et à la participation. On a chaque mois, le collectif organise les quatrièmes vendredis des mois entre 13h30 et 14h30, un rendez-vous ouvert où chacun peut venir se connecter et on vient discuter des sujets Il n'y a pas d'ordre du jour défini, donc on vient discuter des sujets du moment et on essaie de trouver parfois des contacts pour des gens qui veulent travailler sur des territoires ou des choses comme ça, donc vous y êtes cordialement invité. Et puis on a nos séries aussi.
de webinaires de temps en temps. On fait des retours d'expérience, des partages d'expérience, donc n'hésitez pas. Vous pouvez aller sur le LinkedIn du collectif créatif des territoires pour consulter cette programmation qui peut-être complète vos travaux ou vos réflexions. Merci beaucoup et merci à chacune et chacun d'avoir participé. Je vous repartagerai le lien aussi pour que de la vidéo si vous souhaitez le faire suivre à vos collègues qui pourraient être intéressés. Merci à toi, Elsa, d'avoir organisé ce premier webinaire. C'était Ouais. un test, comme le disait Nicolas tout au début. Je pense que c'est assez réussi quand même. Bah, tant Merci. mieux. Merci à vous. Merci, Elsa. À Et à bientôt. très À bientôt bientôt. Merci à pour les tous. autres À dimensions. bientôt pour les autres. Ouais, c'est ça. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.